Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, maintenant, vous savez bien, le jour est arrivé. Maintenant, c'est un coffret de 3 DVD en français. Et pour ça, sans vous faire attendre, je vous le montre tout de suite. Donc, les top 100 des meilleurs moments de l'histoire de Raw. Donc, Raw 100. Plus un épisode de la millième de Raw qui figure dans ce DVD. Et on voit les photos. Comme les promos du rock qui figurent dans ce top là. N'importe quelle promo, que ce soit concert, promo légendaire, ou sainement avec Steve Austin, ou avec Hulk Hogan quand il fait son retour du côté de Raw, ou encore le premier draft, où John Cena arrive du côté de Raw, ou bien Mankind qui remporte le titre de la WWE lors d'un épisode de Raw, l'ADX qui se moque de Shane et de Vince McMahon, Kane qui se fait démasquer, la paille-bombe de CM Punk et la retraite officielle de Ric Flair. Et il dure 6h03, donc il y a plusieurs langues, allemand, anglais et français. Tandis que les deux DVD, c'est anglais sous-titré en français. Au moins, je le dis clairement, je le dis très très clairement. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD. Voilà, premier, deuxième et le troisième, le millième d'euro. Ouais, je vais quand même l'enlever, comme ça, je vais peut-être retracer, même si ils ont pas mis les moments qui est tous dedans. Vous voyez, comme écrit. Donc, le top 100, le top 100, le top 100, le top 100. Je me rappelle que dans l'un des tops, il y avait le retour de l'Undertaker et à peine qui n'a même pas encore parlé, il se fait interrompre par Triple H pour l'affrontement WrestleMania 27. Et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. C'est juste que c'est tellement chaud à tout décrire que ça en est quasiment presque pas possible. Moi, tout ce que je peux en dire, c'est qu'il y a les célébrités. Oui, parce qu'il y avait pas mal de célébrités qui étaient du côté de Raw. Et il y en a tous les noms, hein. Vous pouvez me citer n'importe lequel. Il figure dedans. Par exemple, celui qui va faire sourire notre cher WWE Réseau Cinéphile, enfin, Réseau Souvenir Cinéphile. Donald Trump, il figure aussi dedans, comme la fois où il avait donné des billets à la foule. Bien sûr, c'était une pluie d'argent qui pleuvait dans la salle. Ou encore quand il a, on va dire, acheté un petit temps Raw jusqu'après le donner en retour. Ou sinon, ça s'arrête ici. Il y avait pas mal aussi de scènements avec Monsieur McMahon. Même la fausse mort de Monsieur McMahon. Il y avait aussi quand Eugène reprenait le pouvoir de Raw, il avait comme pour but faire de la chaise musicale pour certains catcheurs et que si jamais le premier qui gagne, pourra avoir une chance au titre, si je crois bien. Excusez-moi s'il y a un petit peu de poussière, mais bon, c'est pas ça ce qui va gêner du fait que je parle du DVD. Et que je me rappelle, celui qui avait remporté la chaise musicale, c'était Chris Jericho. Même, je me rappelle aussi, lorsqu'il y avait la première départ, donc il y avait les premiers participants qui étaient là, et lorsque les deux s'assiedent, les autres rejoignaient, tandis qu'il y en a un, il y en avait un qui avait raté sa chance de s'asseoir. Je crois que c'était Tajiri, et après ce sera au tour de Jonathan Coachman, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres qui passeront. Après, il y a quoi? Il y avait le fameux sainement Austin versus McMahon, Austin Tyson, la formation de la DX. Il y avait quoi encore? Ah ouais, euh, lors de USA Canada ou encore
ce qui s'était passé au Montréal Screwjob quand McMahon fait un genre d'interview avec Jim Ross. Il y avait l'affrontement pour le titre intercontinental entre Marty Jannetty et Shawn Michaels. Il y avait le segment où il y avait, on va dire, un show hommage à Eddie. Il y avait ça, il y avait pas mal de segments aussi avec Steve Austin. Vraiment, quand c'est au sujet de lui, eh bien, il y en avait beaucoup. Ou encore Kane Undertaker, il y en avait aussi. Le mariage de Triple H et Stephanie McMahon, ou encore Stephanie McMahon et Test. Voilà, deux mariages gâchés. Un Sweat and Bomb de Jeff Hardy sur Randy Orton lors d'un épisode de Raw, je ne sais pas le combien, mais je sais bien qu'il est présent aussi alors que Jeff Hardy est à la TNA, ou encore pas mal de segments où il y avait Hulk Hogan. Ouais, il y avait ça. Donc alors qu'ils étaient à la TNA, pareil pour Ric Flair alors qu'il était à la TNA, ou encore quand il y a eu l'affrontement avec Matt Hardy et Edge, également lors d'un ladder match. Edge et Ric Flair aussi il y avait, je crois. Ah, parce que ça se joue de 100 au dernier, donc le numéro 1. Ah bah oui, oui, oui. Le rachat de la WCW par la WWF, WWE. Et ce qui est bien, c'est que même le logo WWF n'était pas flouté. Encore une bonne chose à découvrir et de savoir, heureusement, qu'il n'y a aucun floutage. Donc quel bonheur, vraiment quel bonheur. Il y avait quoi encore? Le match d'une heure entre John Cena et Shawn Michaels à Londres, ou le miracle de Milan où Santino Marella, inconnu du grand public, remporte son premier titre à la WWE grâce à l'aide de Bobby Lashley, donc le titre intercontinental, ou encore un segment avec le thé avec Sheamus, ou encore quand Sheamus détruit une célébrité en le faisant passer à travers la table alors qu'il était en rivalité avec John Cena pour TLC. Il y avait aussi Hugh Jackman, il y avait aussi lui qui avait fait son petit moment de gloire quand il a, on va dire, frappé Dolph Ziggler par la mâchoire alors que Hugh Jackman était du côté de Zack Ryder. Donc oui, le célèbre acteur qui a joué Wolverine. Au moins, je ne vous y trompe pas du tout. Il y a quoi encore lors d'un match entre Sid et Bret Hart et que, euh, et que Bret Hart commence à devenir aigri. Tout ça, ce ne sont que des segments, hein, c'est pas des matchs. Hein. Donc sachez-le. L'entraînement de Monsieur McMahon aussi avait ça. L'invasion, donc WCW et ECW qui s'allient contre la WWF, il y a eu ça. Ou encore Kurt Angle qui se ramène avec son camion de lait, alors que Kurt Angle également était du côté de la TNA. Il y avait quoi encore? Quand Monsieur McMahon dépense 1 million pour le show rouge, ouais, ça c'était pendant le lancement de Célébrité, même si un certain grand milliardaire a eu l'idée, et ça je sais que tu vas sûrement me dire, ciné, mais je l'ai dit. Il y avait quoi encore? Il y avait quoi? Même récemment, il y avait aussi des choses qui est arrivées récemment en 2012. Et vous savez bien que ça fait déjà 10 ans, 10 ans qu'on est déjà passé de 2012. Et entre-temps, 2012, il s'est passé des choses très mémorables, tandis qu'en 2022, c'était presque des choses mémorables. Mais quand je dis très peu de choses, il y a très très peu de choses. Par exemple, les débuts officiels de Brock Lesnar et retour de Brock Lesnar alors qu'il sortait de l'UFC. Les fameux segments entre Le Rock et John Cena. La victoire du Miz sur Randy Orton.
Il y avait quoi encore? Les débuts officiels de Chris Jericho, lorsqu'il se faisait appeler le Millennium Match. Le retour de Triple H en 2002. Hmm, les débuts officiels et retour dans le monde du catch de Goldberg, qui est arrivé entre-temps. Les sainements avec APA, donc Bradshaw et Farrock. Il y avait aussi sainement avec Mick Foley lorsqu'il se présentait soit en tant que Mankind ou en tant que Cactus Jack, ou bien alors, oui, bien et alors, en Dude Love. Ouais. I Lost My Smile de Shawn Michaels, ou encore La retraite de Shawn Michaels. Même il y avait aussi le retour de Shawn Michaels, la reformation de la DX. Quand la DX voulait aller investir dans l'endroit où se produit Nitro, pour un tacle ouvertement à la gorge de la WCW. Et il y avait aussi quelques sainements où il y avait la ECW qui attaque Raw et SmackDown, ou encore l'association qui a eu lieu. Les débuts officiels dans le roster principal de Nexus, quand ils attaquent John Cena et la Strategy Society et tout le monde on va dire, dans l'arène, quoi. Il y a eu aussi quand l'ADX était en fin de retour où il calme Damien Sandow. Il y en a d'autres, hein, mais j'essaie de m'en rappeler ce qu'il y avait parce que c'est tellement rempli. La fausse funéraille de Stone Cold Steve Austin alors qu'il va, on va dire, détruire The Rock. Mike Tyson qui rejoint l'ADX. Ou encore le sainement avec les Kentai avec Val Venis. Où Val Venis couche avec une manageuse du côté des Kentai, et que je crois qu'on l'appelle Mama ou quelque chose comme ça. Bref, c'est comme si c'était du hentai façon réaliste. De toute façon, du hentai, c'est du porno, de toute manière. Que ce soit dans les pages de manga ou en animé, voilà, c'est exactement réaliste. Donc on a l'impression d'être dans ça, justement dans cet univers-là, et que les Kentai promettaient à Valvenis, si jamais ils oseraient coucher avec leur, leur manageuse, qui est sûrement la femme ou la copine de l'un des leurs, eh ben, on va lui couper sa petite saucisse. Une chose qu'ils auront fait, car Valvenis, il était complètement entièrement nu. Bien sûr, c'est pas exactement réaliste parce que je sais que le katana, certes, il coupe pour de vrai, même une feuille, il coupe pour de vrai, et qui coupe comme dans du beurre, mais ils l'ont pas réellement coupé son testicule. Et que comme par miracle, eh ben, Valvenis a été soigné par un docteur de renom spécialisé en testicules. Bref, des choses que je préfère même pas y croire, mais bon. De toute façon, on sait que c'est un saignement qui était là pour y croire. Pour y croire, j'ai pas d'autre explication à dire. Mais bon, du fait qu'il continue à gagner son gagne-pain là où ça lui a beaucoup gagné d'argent, le reste, on s'en fout. J'essaie de m'en rappeler des saignements qu'il y a eu. Je crois qu'il y avait aussi l'agression de la Legacy sur Triple H. Quand Batista trahit l'évolution, ou encore l'évolution trahir Randy Orton, la reformation de l'évolution, ou encore quand Triple H trahit son poulain qui est Ric Flair, enfin son manager, son ami, ce que vous voulez. Il y avait quoi? J'essaie de me rappeler ce qu'il y avait. Ah bah oui, le ladder match entre Jeff Hardy et l'Undertaker, ça y était présent. Il y en a d'autres, hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'autres. Après, il y avait pas mal de célébrités qui apparaissaient dedans.
Howard Finkel également, tout ce qui est légende, bref, tout est passé, je crois que ça se termine jusqu'au 1, et que le 1 c'était quand, quand Steve Austin va détruire la discours du funérail, de sa fausse funéraille. Non, 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 c'était quand il prend le camion de bière, oui, c'était ça, c'était ça. Ou quand Stone Cold détruit la courvette de Vince McMahon, donc la courvette c'était sa voiture. Moi je croyais que c'était autre chose, mais non, c'était ça. Et en bonus, on va dire mémorable, on va dire. C'est un peu à la manière de Watch Mojo français, euh, mention honorable ou déshonorable, quelque chose comme ça. En bonus, au trouble, au trouble, je ne sais plus c'était quoi ça, je ne sais plus. Ou encore le premier Raw qu'il y a eu, ça je me rappelle qu'il est présent. Il y avait quoi encore? WCW à Raw, ça je vous avais déjà expliqué. One Man Band, c'est quand Heath Slater raconte quand il arrive du côté de Raw, eh ben, il perd face à n'importe quelle légende. Donc il se fait botter le cul, je me rappelle, par Vader, par Sid Vicious, par Bob Backlund, par DDP, par, par qui? Doink le Clown, ou encore il s'est fait déjà humilier par Cyndi Lauper, je pense pas par Mae Young. Bref, il raconte à quel point il adorait se faire malmener par les légendes. Python D. Ridge, Raw. Ouais, ça je crois l'avoir déjà dit, je ne sais plus, mais bon. Sheamus qui remporte le King of the Ring. Et Shawn Michaels qui se moque des Montréalais. Et en plus, il est présent dans le coffret de My Journey. C'est quand il se moque de Bret Hart et de Hulk Hogan. Et si j'ai oublié, il y avait la réconciliation entre le Hitman et Michaels. Donc il y a eu la réconciliation, la reformation de la DX en 2006, même en 2009, quand c'était l'anniversaire de Monsieur McMahon, et aussi quand c'était c'est ta vie à The Rock, donc l'anniversaire de The Rock, etc., etc. Bref, toutes les figures là. Et maintenant, on passe au DVD 3 direct, parce que le DVD 1 et 2, j'ai dû l'expliquer. Donc, le making of de Raw 100. Donc, c'est là où, un coup qu'ils ont terminé tout le show là, eh ben, je me rappelle qu'ils nous montrent tous les coulisses de Raw. Et ils nous montrent aussi comment ils montent le ring. Voilà, de comment ils organisent le show cordialement. Et qu'ils veulent que tout soit parfait. Je me rappelle qu'il y avait les répétitions, parce que les légendes et les catcheurs font des répétitions avant de tourner le, le show. Donc ils mettent en place tout ça, le, les projecteurs, le ring, le titantron, et les speeches des commentateurs. Bref, tout le matos à, à directement mettre en place. Voilà, pour que tout tourne le mieux. Après, les fans, ils attendent et ils sont enfin rentrés. Ils achètent leurs tickets, leurs goodies, leurs joujoux de Superstar WWE. Bref, tout ce qui peut leur avoir sur la main. Il y avait quoi encore? Il y avait quoi? Bon, après, quand ça commence à tourner, donc quand ils ont commencé à tourner, ils ont laissé passer les matchs, vraiment passer les promos également, les segments, jusqu'au main event. Et ça s'arrête ici. Mais on va pas s'arrêter ici, on va passer du côté de la 1000e épisode de Raw. Voilà. Donc c'est là où ça commence avec Monsieur McMahon qui fait sa promo, voilà, habituelle, en disant qu'il remercie les fans parce que sans les fans, Raw n'aurait pas atteint cette 1000e épisode sans eux. Bref, des belles paroles. Ok, merci Vince, tu nous auras vraiment beaucoup
dis tes belles paroles jusqu'à ce que tu présentes la DX. Donc c'est là la DX, ils font leur promo habituelle. Ça commence avec Shawn Michaels et Triple H, et ils ramènent X-Pac, le badass et le Road Dogg. Et que lorsque j'avais déjà dit, c'est là où Damien Sandow les interrompt en disant que c'est une telle abjectitude de voir ces légendes gâcher le moment de la 1000e épisode de Raw. Mais sauf qu'il ne sait pas, c'est qu'il va se faire allumer par Shawn Michaels et Triple H. Et après, ça conclut, prépare-toi à suffoquer. Je dis ça gentiment parce que suck it, ça veut dire prépare-toi à sucer des sucettes. Et bon, ça veut pas dire ça, mais au moins je le dis. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio, Sin Cara et Sheamus contre Chris Jericho, Dolph Ziggler et Alberto Del Rio, accompagné par Ricardo Rodriguez. Bref, ça commence directement avec ça, et c'est vrai, on va pas se cacher, entre Rey Mysterio et Sin Cara, c'est vrai que c'était digne d'un main event, enfin, sous-main event de WrestleMania. Hein. Peut-être un sous-main event, un sous-main event. Ah, parce que si jamais je dis main event, on va croire que je pousse le bouchon trop loin. Il faut pas en abuser. Mais non, ça n'a pas été fait, car Cara, ayant du mal à s'intégrer dans le roster et peut-être à communiquer de façon normale avec ses collègues, bref, il avait des nombreux casseroles derrière lui, et c'est peut-être pour ça où son ascension a été une descente vertigineuse. Alors qu'il valait mieux que ça, mais bon, c'est un petit peu de sa faute. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de le reprocher? Je ne pense pas à ce point-là, mais en tout cas, il a très bien gâché sa carrière. Le premier, Sin Cara original. Tandis que le deuxième, c'est lui qui prendra la relève, alors qu'il a été déclaré comme l'imposteur. Donc, match à changement rapide, ça partait directement dans tous les sens, et que le public prenait déjà ce match pour le commencement. Et si je me rappelle bien, à la fin, il restait que Sheamus et Chris Jericho. Et c'est Sheamus qui fait un énorme bro kick sur Chris Jericho pour la victoire. Donc pour ce match-là, je lui mets 3,40 pour commencer. Ce n'est encore que le début. Ensuite, AJ Lee se prépare pour son mariage. Donc c'est là où elle enfile sa belle robe de mariage blanche. Bref, elle se fait toute belle, elle se fait maquiller. Elle se fait aussi accompagner par Layla. Et qu'est-ce qu'elle croise au pied de sa porte? Eh bien, R-Truth, Roddy Piper, qui joue de la corde à sauter avec le petit Jimmy imaginaire. Bref, un segment assez chelou. Mais bon, on passe directement. Donc cette fois-ci, Brodus Clay contre Jack Swagger, accompagné par les Funkadactyls, mais aussi Dude Love. Donc Mick Foley avait envie de faire partie de la partie, de danser de manière funky avec le Funkasaurus, tandis que Jack Swagger, lui, il veut pas danser, lui, il veut combattre. Mais sauf qu'il va avoir une sacrée danse, très rapidouce, car je me rappelle qu'il y avait un avalanche de Brodus Clay, un coup de boule à la manière de Zizou sur Jack Swagger, et pour terminer, un splash. Donc le match se termine comme ça, rapidos, vite fait, bien fait. Ce match-là, trop rapide, et que c'est quasiment presque un squash pour Jack Swagger, hein. C'est quasiment presque un squash, et que pour ça je lui mets un 3, je lui mets un 3. Ensuite, Trish Stratus donne des leçons à Triple H. Alors, je me rappelle le remake de la première fois où Triple H voulait enseigner une leçon de lutte à Trish Stratus. C'est quand Trish Stratus voulait savoir comment on apprend une clé de bras, comment à s'en sortir, et que Triple H dit, il faudrait que tu te baisses pour attraper ma jambe pour me faire tomber. Et c'était même là où Stephanie surprenait Hunter comme si il trompait justement elle
au profil de Trish Stratus. Et là, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est Trish Stratus qui donne une leçon à Triple H, alors que Triple H n'avait quasiment aucun besoin d'apprendre. Mais bon, c'est un reboot. Voilà, ce qui s'est passé il y a, ouais, on va dire une dizaine d'années en arrière. Pour nous, on va dire 20 ans passés, ou 22 ans passés, on va dire ça comme ça. Donc ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, et que là, les membres de la DX disent, Triple H, qu'est-ce que tu fais là? Oh rien, elle m'apprenait une leçon. Elle m'apprenait une leçon. Bref, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Mais bon, je préfère passer, vraiment passer. Le mariage de Daniel Bryan et Jelly, donc ça commence directement avec un mariage. Voilà. Daniel Bryan, il avait déjà fait venir ses témoins, au cas où il ne serait pas là. Donc heureusement, il les a bien prévenus. Tandis que Edge Lee n'a pas fait venir ses propres témoins. Étrangement. Donc c'est là où ils sont sous le ring. Voilà, le révérend est là. Voilà, que des belles paroles. Comme si on assistait à un vrai mariage. Et vous savez bien, dans les mariages, les choses se passent pas comme prévu. Vraiment pas du tout. Donc c'est là où Daniel Bryan il met l'alliance sur le doigt d'AJ, AJ à Daniel Bryan, et après le révérend dit à Daniel Bryan, est-ce que tu veux prendre AJ Lee pour épouse? Lui il dit oui, tandis que quand le révérend s'adresse à AJ Lee, sauf que AJ dit déjà yes, mais pas envers Daniel Bryan. Et là on se dit, quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pas pour Daniel Bryan, mais oui à un autre homme. Oh, un autre homme. C'est vrai qu'à l'époque, Jelly, c'était une sacrée allumeuse. C'était une sacrée allumeuse. Elle flirtait avec plusieurs catcheurs. Depuis que Daniel Bryan l'avait largué un premier temps, eh ben, elle a commencé à faire n'importe quoi. Elle a sorti avec Kane, avec CM Punk, et pas encore avec John Cena, mais ça arrivera à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013 avec Dolph Ziggler. Et on sait bien que, en dehors de l'histoire et dans la vraie vie, elle finira avec le meilleur au monde, CM Punk. Oui, vous le saviez maintenant. Donc, cet autre homme, elle dit qu'elle aime un autre homme. Donc, c'est là où la musique de Vince McMahon retentit. Et là, on se dit, quoi? Vince McMahon? Ce que j'avais oublié de dire avec lui, c'est qu'il y a même un scènement avec Trish Stratus. Quand il était dans les coulisses, Vince McMahon, bien sûr, c'est dans le 100e épisode. Eh ben, il, euh, il apparaît et il disait, je sais pas s'il disait un truc raciste envers Shelton Benjamin parce qu'il figurait dans ce scènement. Euh, Shelton le prend hyper mal quand son boss lui dit ça, et que c'est là où Trish Stratus, ben, elle montre ses atouts, elle montre son corps d'athlète de rêve. Bref, elle est en WLP. Et, et après, il dit Oh my god! Et qui la prend en l'air, Trish Stratus. Bref, quand il voit une teuteux et des boobs sans soutif, ou encore sans vêtements, eh ben, la bête est lancée. Putain, sacré Vince. Ou encore, il y avait encore un autre truc avec lui, mais qui figure dedans. Bref, le live sex celebration. Ouais, le sex celebration, il y a eu lieu dedans. Quand il était fini chauve, eh ben Lashley lui avait retiré son chapeau. Donc il voulait se cacher le crâne, bien sûr. Et qui s'est même caché dans les jupes de Lilian Garcia. Mais sauf que Lashley a
tirer la jupe, et du coup, ben, il finit entièrement chauve, et on commence à se moquer de lui. Bref, c'est passé là. Donc on se dit, quoi, mais quel génie! Et en plus, on le connaît, mais sauf que Vince McMahon ne dit pas qu'il va prendre AJ pour épouse, mais qu'elle va désigner General Manager de Raw. Donc tout ça pour ça, et après, ben, elle se barre. Quel retournement de situation! Quel retournement de situation! Ouh. Donc sur l'arme d'entrée, quand AJ dit yes, Daniel Bryan disait non. Et c'est là où le non, non, non va de plus en plus prendre. Il va commencer à crier de plus en plus fort. Donc il est ultra vulnéreux, il est ultra vénère. Bref, on lui a gâché son mariage. Elle a foiré elle-même son propre mariage. Et pour ça, ben, Daniel, il est ultra frustré, dépité. Il démonte tous les accessoires pour le mariage. Et c'est là où CM Punk arrive pour un peu l'humilier, son collègue de toujours, bien sûr. Donc c'est là où il règle les comptes. Et qu'il dit de toute manière à CM Punk, tu es peut-être le meilleur au monde, mais moi je suis le plus grand catcheur au monde. Et c'était là où le Rock apparaît. Donc voilà, il apparaît. Et il dit à Brian qu'il ne peut pas le laisser dire que c'est le plus grand de tous les temps. Voilà, il ne peut pas le laisser dire ça. Et que Brian, il a commis une énorme erreur. On n'interrompt pas le Rock. Voilà. Si on l'interrompt, eh ben, le Rock, il va sortir une punchline de la mort, qu'on se remettra peut-être pas du tout. Et que après, il se tourne vers CM Punk. Et qu'il lui annonce une bonne nouvelle pour CM Punk, qu'il affronterait au Royal Rumble, bien sûr, s'il est encore champion. Donc Punk, il dit de toute manière, je resterai champion car je battrai John Cena. Et même au Royal Rumble, je te battrai. Donc il voulait déjà spoiler de comment ça va se finir au Rumble. Donc, bien sûr, le Rock le contredit. Donc il le contredit en disant quoi, t'es sérieux? Tu penses vraiment pouvoir me battre alors que voilà, je suis le grand 1, je suis l'homme le plus électrisant du monde de divertissement sportif. Et c'est là où Daniel Bryan n'était pas encore parti, mais il commence à hurler de colère et que il dit que ça devait être le plus beau jour de sa vie, mais à cause de tout ça, ça a été gâché à cause voilà, qu'elle l'a largué. Et après, le Rock, il commence à faire une vanne sous son apparence à Daniel Bryan en disant, euh, en disant que c'est un clochard qui aurait eu des rapports sexuels avec Oompa Oompa. Bref, j'ai pas compris l'intérêt. J'ai pas compris. Vraiment pas du tout. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qu'il voulait en venir. Jusqu'à ce qu'il termine sa phrase en disant mais pour ça, je vais te donner le joli cadeau de mariage. Donc pour le joli cadeau de mariage, c'est un rock bottom. Et voilà, ça se termine là-dessus. Et après, un peu plus tard dans l'enseignement, attends, voilà, c'est là, avec Sean Money, interview, c'est quand il dit qu'il a eu une sale soirée et qu'il s'était fait humilier par le Rock, enfin par AJ Lee, par CM Punk, par le Rock. Bref, il s'est fait tailler ce jour-là et que même Charlie Sheen lui disait Oompa Oompa et que la seule chose qu'il aura besoin, Charlie Sheen, c'est de voir un psy pour maîtriser sa colère, alors que c'est l'inverse. Alors que c'est l'inverse. Ah, sacré Brian. Vraiment le GOAT. Vraiment le GOAT quand il s'agit de s'énerver comme ça. Mais bon, il est marrant, on sait pas faire autrement, il est tellement marrant comme ça. Bon, assez rigolé, maintenant on passe au match pour le titre intercontinental. Le Miz contre Christian. J'allais dire Chris Jericho, mais non, c'est Christian, car Chris Jericho, on l'a vu tout à l'heure.
Et j'avais complètement oublié la retraite de Edge. J'avais complètement oublié qu'il figurait dans ce segment, mais bon, quand j'y pense, j'oublie un tout petit peu, mais là j'essaie de rattraper mon retard. Donc le match, pas mal, vraiment rien d'autre à dire, vraiment pas mal, si ce n'est qu'ils font leur bon spot habituel, donc que des enchaînements dont eux, ils savent faire le mieux. Mais je me rappelle quand, la fin, parce que je vais passer à la fin, je me rappelle quand le Miz voulait faire son kill switch, ou alors un renversement de situation pour, euh, pour se remettre sur pied, je me rappelle qu'il a commencé à avoir mal à la cheville, ou au genou, je crois que c'est l'un des deux. Il se fait surprendre par un Skull Crushing Finale du Miz qui remporte pour la victoire. Donc pour la première fois, le Miz devient pour la première fois champion intercontinental. Voilà, et ce match-là, je lui mets un 3,50, car j'ai trouvé vraiment pas mal. Ensuite, le présentateur spécial, c'était Bret Hart. Voilà. Voilà. Il est venu pour hyper le show, pour rendre honneur aux fans et pour que les fans l'applaudissent de plus en plus. Ensuite, la réponse de Triple H. Donc, c'est là où Triple H, il est seul dans le ring, en train de lancer un message clair et net à Brock Lesnar. Si il faut jusqu'à le provoquer ou provoquer n'importe qui pour avoir ce qu'il veut comme match au SummerSlam, il le ferait. Donc, la musique de Lesnar retentit, mais sauf que ce n'est pas Brock Lesnar, c'était Polyman, et que Polyman dit: Ah bon, tu veux vraiment affronter mon client pour SummerSlam? Eh ben, ça ne se fera pas du tout. Ouais, ça c'est quand il était encore aux côtés de Brock Lesnar, Polyman. Donc il le refuse, et si je crois bien, c'est là où Polyman commençait à faire une menace à Triple H, et surtout dans le dos de Stephanie, en disant, euh, en disant que des horreurs. Voilà, un coup qu'il aura tabassé, il va s'occuper des enfants, de, de Triple H. Bref, ça, une chose qu'on devrait même pas le faire, bien sûr, ils vont pas faire pour de vrai. C'est là où Stéphanie arrive et qu'elle dit tu ne parles plus jamais de mes enfants, t'as compris? À Polyman. Et si je crois bien, Polyman va le dire exprès pour provoquer Stéphanie, comme il l'a fait à Triple H. Mais sauf qu'avec Stéphanie, il faut pas tourner autour du pot. On se mange une grosse tarte. Donc, il s'est mangé une grosse claque. Et par énervement, il dit: Ah, tu vas affronter ma bête, c'est ça, tu veux vraiment l'affronter? Eh ben, tu l'auras. Donc, c'est confirmé. Triple H va affronter Brock Lesnar au SummerSlam. Et qu'après, il le provoque à nouveau. Et c'est là où Stéphanie, elle commence à en mettre encore une de plus en plus à Polyman. Donc, elle le gifle, elle le frappe, elle le fling, elle le flouille, elle le bim, elle le boum, tout ça, etc. Jusqu'à ce que Brock Lesnar arrive pour essayer de confronter Triple H. Donc, il le confronte, mais sauf que Triple H, il se défend pas mal. Donc, il se défend pas mal. Et il envoie valdinguer Brock Lesnar en dehors du ring. Donc, c'est Triple H qui domine le ring. Et il n'osera pas, on va dire, venir s'interposer. Ensuite, la saga de Stone Cold Steve Austin et Monsieur McMahon qui figurent dans le top. Ouais, donc les compilations que je vous ai dit. Ouais, ouais, ouais. Et que Steve Austin n'était pas là parce qu'il devait se faire opérer. Donc, quel dommage pour lui. Mais bonne chose pour les autres qui sont venus. Et là, maintenant, Heath Slater qui donne un défi ouvert à n'importe qui. Donc, n'importe qui oserait affronter le groupe de rock à lui tout seul, parce qu'il se faisait appeler ça comme ça, Heath Slater. Je suis un groupe de rock à moi tout seul. Même si c'est une chanson de Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Ouais, c'est un peu une chanson à la Renaud. Hein. Eh ben, il s'attendait à une légende qui est du genre masculin, mais sauf que c'est une féminin, à la personne de Lita. Donc elle décide de l'affronter Heath Slater. Heath Slater, totalement enthousiaste, il accepte.
Donc il accepte. Et en plus, c'était un match aucune prise interdite. Et qu'elle dit qu'elle s'est forgé une assurance. Donc c'est APA, Bradshaw et Farouk. Mais il y avait aussi les légendes qui s'interposaient pour aller frapper Isletter à plusieurs contre 1 jusqu'à ce que Lita donne un coup de pied, Twist of Fate, et elle fait son Lita Moonsault. Donc pour la victoire. Donc c'est victoire de Lita. Et ce match-là, on peut pas dire que c'est une masterclass. Je peux pas dire ça que c'est un masterclass. Je lui mets 2,80 parce qu'il a été très très rapide. Bon après, un scènement sympa avec tous les légendes, jusqu'à ce qu'on termine avec le fameux Damn de Farouk, ou Ron Simmons si vous préférez. Donc l'interview que je vous avais déjà dit. Les phrases cultes de la WWE, donc il y a eu pas mal de phrases cultes. Zack Ryder accuse Min Jin. Non, je pense que c'est un scènement où Min Jin Okerland fait sa petite catchphrase dans bon vieux temps. Et que voilà, quoi. Voilà, j'ai vraiment pas d'autre à dire. Même si je me rappelle qu'il y avait pas mal de fans qui avaient agi sur les réseaux sociaux et qu'ils étaient en train de voir en direct le Raw. Voilà, pour donner de la fort. Ensuite, les frères Destruction sont réunis. Je crois c'est quand ils détruisent les Jobbers, je pense. Bref, je me rappelle plus. Je me rappelle l'avoir vu, mais je me rappelle avoir un peu bougé et que j'avais un petit peu du mal à voir et mieux comprendre. Mais bon, tout ce que je me rappelle, c'est qu'ils sont là pour faire leur montée en destruction. Donc, heureusement, ils étaient là. Vraiment là. Bon, après, il y avait pas mal de scènements aussi avec l'Undertaker, pas mal de scènements aussi avec Kane. Voilà, quand il commence à perdre les pédales, ou encore quand il se fait détruire en limousine par Shane McMahon, ou encore quand il prend Lita pour épouse, quand Snitsky donnait un coup de pied aux poupées comme si c'était un vrai bébé. Et c'est là où Snitz, il avait sorti une phrase tellement occulte pour la WWE. It's not my fault. Ce n'est pas de ma faute. Et pourtant, quand il shoot sur une poupée, ben là, c'est complètement de sa faute, même si on sait bien que c'est une poupée. Voilà, une poupée de bébé. Bref, il s'est passé énormément de trucs et je passe direct. Donc, le match pour le titre de la WWE, John Cena contre CM Punk. Donc tout d'abord, John Cena, il met sa mallette de Money in the Bank en jeu contre la ceinture de CM Punk. Donc ils vont s'affronter, bref, comme ils ont l'habitude de s'affronter différentes manières, et que le match va être gâché par Jean-Michel Hilton en personne. Oui, ça faisait longtemps que j'ai plus sorti ce nom-là, mais Jean-Michel Hilton, qui est le Big Show. Donc il s'interpose et il commence à coûter le match de John Cena. Tout d'abord, un premier temps, il a essayé, mais sauf que c'était dans le dos de l'arbitre, mais qu'il est toujours chaud pour combattre. Je me rappelle que CM Punk voulait en finir directement avec son Go to Sleep, et que John Cena voulait en finir avec son Attitude Adjustment ou son STF, mais Punk voulait en finir avec son Anaconda Vice, et d'autres prises à gogo, jusqu'à ce que Triple H... Enfin, Triple H... Non, c'est pas Triple H. Triple H ne figure pas dans ce match, jusqu'à ce que John Cena renverse la situation pour à nouveau son STF. Et là, il sentait la victoire au bout des ongles, au bout des doigts. Il le sentait vraiment à des kilomètres, jusqu'à ce que encore le retour de Jean-Michel Hilton, le Big Show, agresse John Cena. Oui, le retour de Jean-Michel Hilton. Qu'est-ce que je te dis, Jean-Michel Hilton? Bref, ça c'est mon petit délire à moi quand je dis ça au Big Show. Donc il attaque, et ça provoque le Rock qui arrive et qui décide de lui donner des claques du peuple au Big Show jusqu'à ce qu'il fait un Spinebuster. Et là, il est en position pour le People's Elbow. Et c'est là où CM Punk casse l'élan de The Rock. Il casse l'élan de The Rock pour un petit peu le narguer, le narguer, le pavoiser et de faire son Go to Sleep, donc son JTS.
Et ça, c'est un heel turn officialisé. Donc il fait son heel turn face à The Rock, mais aussi à John Cena. Donc c'est un heel turn de la part de CM Punk. Et que le show se conclut là. Alors pour ce match-là, il n'est pas dégueulasse. C'est juste que la fin est du gâchis total. Mais sinon, tout le reste, ça peut aller parce que entre John Cena et CM Punk, ils peuvent nous sortir des masterclass. On dirait pas, mais pourtant, ça l'est. Et pour ce match-là, je lui mets un... Allez, un 4,5. Je mets un 4,5 pour ce match-là. Donc ça peut convenir de chez convenir. Et j'en ai fini avec cette review. Donc voilà, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Pour ce qui est les matchs, les bonus, les scènements promo et l'ensemble et interview, voilà, je lui mets un 4,70. Donc un 4,70 ou alors 70 pour ceux qui préfèrent. Et que ça se termine là-dessus. Donc vous connaissez la fin habituelle. C'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.